moi, je vais commencer par une question sur, si j'ai bien compris, grâce au registre et grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on a des ACL Failure Risk Calculator, au moins 2, qui sont, et alors, parce que je savais qu'il y avait des PGI Risk Calculator, mais ça, c'est quelque chose qui fait partie qui doit faire partie de l'information aujourd'hui. Est-ce que vous l'utilisez en pratique, ou est-ce que c'est encore pour la recherche et c'est en cours de mise en place? Fares. Yeah. So I think we still regard it as a research platform. And that's mainly because of the caveats I gave. These are validated on single data sets. So whether they apply to a French system or not, or an English system, tough to know. And also, it's really what you define as failure, whether it's a reoperation or a PROM or a return to sport. So it's a really exciting area. The idea that a patient can walk in and you can have a shared conversation, I think right now you're factoring in. If you're seeing a 17-year-old girl with hypermobility, with an ACL deficient knee, you're having a different conversation from a 35-year-old guy who doesn't do a pivoting sport. I suspect people are doing it, but actually it'll be quite interesting. So if somebody wants something to show patients because they're high risk, just to illustrate their high risk, it's actually a great tool you can have in clinic. You can give them the QR code, they can run with it, or you can do it with them. So it's actually, those have both been designed, ready to use. The Moon Group one and the Norwegian registry, we're trying to do something a little bit more sophisticated, but it is ready to use. We just don't use it routinely. Bertrand, avec la SFA, avec le SFA Data Lake, c'est quelque chose que vous voulez construire ou qui est déjà en cours? C'est une modélisation qu'on envisage évidemment. C'est compliqué, comme il dit Fares, c'est quels sont les critères d'échec, c'est ça qui est très compliqué. Donc nous on se focalise plutôt sur la réopération parce que c'est des datas fiables. Mais déjà ça nous donnera des informations évidemment qui sont tout à fait complémentaires par rapport à notre pratique quotidienne. C'est-à-dire de pouvoir recevoir un patient en lui disant avec telle greffe vous aurez tant de risques d'échec, c'est évident des informations majeures. Mathieu, est-ce que tu penses que demain, ça sera quelque chose on va nous l'opposer, entre guillemets, dans notre devoir d'information? Je sais pas si on nous l'opposera dans le devoir d'information, c'est une bonne question. Je pense après la question, c'est où est-ce qu'on met le critère. C'est-à-dire que si dans la façon dont vous parlez avec les gens, vous parlez que des échecs, les mecs ils vont partir en courant. Donc, je pense qu'il y a aussi une question de dire, ben oui, vous avez, je pense qu'on se doit d'expliquer aux gens que c'est de la chirurgie, hein, c'est pas Harry Potter qui est aux manettes, donc il y aura rien de magique. Mais d'un autre côté, à chercher la petite bête à outrance, enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut se dire que ça va marcher quand même. Tu vois, c'est une chirurgie qui marche, le LCA. But you might want to use it to say to someone, you need a 12-month rather than a 6-month rehab, or you need an LET, and this is why you need some kind of lateral procedure on top because your risk is so high. Ouais, or a graft type. You know, donc ça va être un outil, vous avez compris, en utilisant toutes ces données, et c'est pour ça qu'il y a tous ces efforts qui sont faits pour créer des registres, parce qu'ensuite ça va nous aider à prendre les meilleures décisions, que ça soit sur le type de chirurgie ou sur le type de protocole appliqué à nos patients, et c'est quelque chose qui sera bénéfique pour tous, sans voir le mauvais côté de on va nous l'imposer ou nous l'opposer, mais ça va au contraire nous aider à prendre des décisions plus éclairées. Harold, j'ai une question pour toi, parce que la simulation en France, on l'a vu arriver, on était, je pense tous très enthousiastes, en particulier dans le domaine de l'arthroscopie. Tu nous as fait un état des lieux et il y a c'est ce qui est très intéressant. Est-ce que tu es toujours aussi optimiste? C'est vrai que on a l'impression que ça stagne un petit peu sur les simulateurs de réalité virtuelle. Moi, ce que je trouve quand on fait de la recherche sur les validations pédagogiques de ces outils, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vient se rajouter au puzzle de formation. C'est-à-dire que ça remplacera jamais le compagnonnage. Je pense que ça remplace pas une formation au labo Nanat où on va faire des procédures. Mais je pense que ça vient répondre à un besoin de formation à distance dans un milieu sécurisé. Et notamment, je le vois sur la procédure qu'on est en train d'évaluer sur les sutures de remplésion par double voie postéromédiale, qui est une technique qui, même dans les mains d'experts, peut être assez difficile. Et
Et moi, je me suis retrouvé à appréhender cette technique via cet outil que Romain Seil a développé. Et maintenant, c'est quelque chose qui me paraît assez simple à faire, alors que je pense que si je m'étais juste lancé de manière isolée, ça pourrait être sans doute un peu compliqué. Donc, je pense qu'il faut vraiment le voir comme une pièce de puzzle qui vient se rajouter dans un module de formation, et pas quelque chose qui va remplacer toute la formation qu'on peut faire en compagnonnage ou en complément. And question for Fares, is there any training program in the UK, or what is the place for you? Oh, it's so I'm biased. I think there's a huge place for this. We no longer have the time to train people that we used to have. So the apprenticeship is getting shorter, and we keep trying to validate these things, but actually we need to just accept them and embrace them, because they help a little bit with technical skills. They help a little bit with decision making, depending on the platform. And at the end of the day, patients will no longer tolerate being guinea pigs. I don't know how that translates, but being experimented on. So we have a number of simulation programs running across all the specialties. I think that this is, to a certain extent, we're paralyzing ourselves by trying to prove that they replace standard training. I don't think we're trying to replace standard training. We're trying to make standard training shorter and safer, with people coming into it with defined skill sets and the ability to make some decisions. Ouais, c'est ça qu'il faut quand même retenir aussi, c'est que malgré toutes les métriques en fait qu'on peut extraire de ces procédures, on arrive parfois à des données qui sont un peu aberrantes, avec par exemple des gestes qui sont mieux faits par des étudiants parce que ils voient ça comme un jeu vidéo, et une fois qu'ils ont compris le système de jeu, ils vont l'appréhender beaucoup mieux que certains experts. On a vu aussi des procédures dans les différentes études qu'on a fait où on voyait des experts qui étaient qui bloquaient avec le processus de simulation. Donc c'est un outil quand même qu'il faut prendre avec des pincettes. Et effectivement, quand on regarde toutes les différentes études qui existent sur la validation de ces outils, ils sont pas très enthousiastes de manière universelle. Donc faut faire attention à ces outils, je pense. Après, ça revient à ce que disait Fares. Est-ce qu'on veut valider quelque chose qui vient en plus, et on veut pas que ça remplace ce qu'on faisait avant, mais ça nous rend l'accessibilité plus facile. Et donc c'est vrai qu'il faut pas se tromper d'études non plus, parce que tout ce qu'on fait, on peut montrer que c'est pas mieux que ce qu'on faisait avant si on fait pas la bonne méthodologie ou si on n'a pas les bons critères. Bertrand, j'ai une question pour aller dans ce que tu nous as montré, qui est clairement le fascinant, et on voit où est-ce qu'on va aller. Et c'est cette réalité augmentée. Est-ce que tu l'utilises déjà? Tu la vois déjà comme un outil éducatif avant de pouvoir l'appliquer? On a compris où tu voulais aller, mais aujourd'hui. Ça va être un outil éducatif pour une raison principale, c'est ce que j'expliquais à Mathieu. Artrex, par exemple, dépense, je crois, 100 millions de dollars par an sur des pièces cadavériques. Donc la place de la réalité mixte va prendre tout ça. C'est évident, parce que la modélisation sera beaucoup plus facile, il y aura l'économie sera majeure. Et donc forcément, toutes les industries vont se lancer dans ce développement. C'est une évidence. Probablement. Alors, il y a une contrainte pour vous, les gens qui font de l'arthroplastie, c'est-à-dire que les lunettes sont un peu chiantes quand vous faites vos prothèses, et c'est pas tellement ludique. Et ça inverse complètement le rôle en arthroscopie, parce qu'on en a besoin. Et en fait, si on me demande aujourd'hui si je préfère opérer avec des lunettes toute la journée que l'écran, c'est évident. C'est un confort absolu, parce que on arrive à placer l'écran où on veut, la qualité elle est exactement la même que celui de ce qu'on voit sur l'écran, et le confort est énorme. C'est ça qui est incroyable en fait. Moi, j'ai une question sur le confort avant de passer le micro à Fares. Par rapport à ces lunettes, les premières générations, elles étaient assez lourdes quand même, et à porter toute la journée quand on a une activité soutenue. Donc, ce qui te concerne clairement, comment est-ce que toi tu le vis? Alors, il y a ça comme problème. Et le deuxième, c'est pour certains types de lunettes. Je vais pas donner de marque, mais il y a une batterie qui te chauffe les fesses toute la journée. C'est pas très agréable. Mais globalement, ça fait partie des limites actuelles. C'est une certitude. Sauf que c'est toujours pareil. On en a pas trop parlé, mais ce qui rend ces systèmes en fait révolutionnaires, c'est que l'intelligence artificielle, c'est des softwares qui sont free access. Nous, notre boîte, on a commencé à bosser sur un software développé par Tesla. Et puis là, dernièrement, pour modéliser en fait notre reconstruction 3D d'arthroscopie, les ingénieurs un matin étaient comme des fous parce qu'ils avaient trouvé dans la littérature l'utilisation d'un software développé par TikTok.
C'est-à-dire que c'est ça qui est imparable. C'est-à-dire que le software se développe et free access, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser et le dériver à ton profit. Et c'est ça qui rend ce système qui, évidemment, va arriver. C'est une certitude. Donc, tout ça se développe. Pour revenir aux lunettes, c'est pareil. Alors, c'est les limites actuelles. Mais je sais pas si tu as vu la semaine dernière, mais le propriétaire de Facebook a montré qu'on aura de la réalité virtuelle sur des Ray-Ban. Donc, je pense qu'on va tous finir avec des Ray-Ban au blog. C'est extraordinaire. À Marseille, oui, vous les avez déjà, non? C'est déjà, ouais. J'ai déjà les Ray-Ban Facebook qui filment déjà, et tu peux déjà filmer tes opérations avec. C'est-à-dire que tu as des Ray-Ban à vitre blanche, enfin sans teinte, et tu les commandes par la voix. Donc tu dis OK Facebook, filme. C'est des films maximum de 2 minutes 30. Et c'est des Ray-Ban. Je savais pas pourquoi tu avais des Ray-Ban au bloc, mais maintenant je sais. Faris, do you see this at some point being combined with the other, let's say assisting technology, the augmented reality and robotic and other options? I think so. I mean, so the interesting thing that for me, I think part of it's already been mentioned, but they're not even using 1/100th of the technology that's available there in terms of the cameras, the detail, and so on. So it will simplify, it will become more user-friendly, it'll become easier. I think we forget as surgeons to look after ourselves. So the fact that you're spending your time hunched over, looking across, you end up looking like me, whereas these young guys hopefully will still be upstanding and not have neck pain and back pain at the end of their career. So I think this is going to facilitate a little bit how we work. The ergonomics of surgery we need to make sure is central to what the research is going to be. So I really like that idea. Yeah, and the data part. I mean, you mentioned it, we know what we are doing in surgery. And from what Bertrand showed us, you're going to know where you put, exactly your grafts. I'm sure you're going to get information about the tension and everything. Then you can have actually really, real insights about what's working, what's not working. That's part of the future. The fidelity of what you do in surgery is so poorly captured, and no example is greater than the ACL. These guys go and have meetings every year in nice places where they cannot agree anything, as far as I can tell. So I think capturing that fidelity will be really important. Je crois qu'il y a même un groupe qui fait ça. Il y aura, au-delà de tout ça, je pense qu'il y aura un aspect légal, on en a déjà parlé tous les deux. Mais c'est quand même incroyable qu'en 2024, on opère sans assistance. Je vous dis, c'est le pilote, vous allez dans un avion où le pilote vous dit, j'ai aucune assistance, il y a un peu de brouillard, mais on va le faire au doigt mouillé, soyez tranquille. Mais personne monte, quoi. C'est ce qui se passe en chirurgie. C'est ça qui est absolument incroyable. Et donc, bien évidemment qu'il y aura ces assistances, mais ça va devenir légal. C'est une certitude. Oui, surtout quand on va avoir des données qui montrent de façon objective que les résultats sont meilleurs, ça risque de nous être imposé. Bon, je crois qu'on a bien exploité le sujet, hein. On a été pas mal. Merci beaucoup.